From 2008 to 2010, you were a French diplomat in Benin. Tell us, what was your job? Oui, donc j'étais envoyée, affectée à l'ambassade de France au Bénin pour m'occuper d'un petit service, le service des bourses d'études, mission invitation, BMI. Donc, bourse d'études, tout le monde comprend, bourse d'études de stage, voilà, c'était des étudiants béninois qui venaient faire leurs études en France, voilà. Les missions, c'était des Français qui venaient au Bénin former des Béninois, et les invitations, donc le I de BMI, invitation, c'était des Béninois qui étaient invités en France ou dans d'autres pays étrangers, donc aux frais de l'État français. Et moi, mon travail, donc en tant que responsable de ce service, était de transformer les instructions que l'on me donnait, donc que mes collègues de l'ambassade me donnaient, collègues au sens large, à savoir de l'ambassadeur jusqu'aux assistants techniques. Je transformais ces instructions que l'on me donnait en réalité concrète. Voilà, c'est-à-dire que je recevais les gens, je montais un dossier, je veillais à la bonne exécution de tout le processus, du moment où on me donnait l'instruction jusqu'à ce que le boursier terminait ses études ou soit revenu de France ou et réciproquement, donc un Français rentré en France. Voilà, c'était un travail d'exécutante, mais responsable quand même de ce service. In June 2019, you were removed from office and sent to France. What was the excuse for this? And what was the purpose of this decision? Alors, vous faites référence à un piège dans lequel je suis tombée, un piège tendu par l'ambassadeur de France au Bénin. Ce piège s'est déroulé de la façon suivante. Je traversais une crise de paludisme qui était absolument banale là-bas. J'avais consulté le médecin de l'ambassade comme j'avais consulté d'autres médecins de façon absolument banale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors que j'étais à mon domicile, terrassée par la fièvre, j'ai reçu un appel téléphonique de l'ambassade. J'ai reçu l'ordre de retourner voir le médecin de l'ambassade, voilà, qui m'a expliqué qu'il s'était trompé la veille, que ce n'était pas une simple crise de paludisme, mais que des parasites étaient en train de détruire mon système lymphatique et sanguin, et que si je n'acceptais pas d'être hospitalisée, rapatriée en France, j'allais mourir. J'allais mourir. Moi, j'étais très affaiblie par la crise de paludisme. Mon médecin traitant venait de rentrer en France pour ses congés. Donc, je n'ai pas pensé à demander un deuxième avis médical. J'ai fait confiance. J'ai fait confiance. On m'expliquait que j'allais mourir. Donc, j'ai fait confiance. Et en fait, j'ai été rapatriée donc sanitaire en France. Et une fois en France, les analyses réalisées, les spécialistes qui m'ont reçue ont constaté que je n'avais traversé qu'une simple crise de paludisme. Voilà. Et le piège s'est dévoilé lorsque je me suis rendue à Paris au ministère des Affaires étrangères pour expliquer que tout allait bien, que finalement j'allais pouvoir reprendre mon travail et que je n'avais eu qu'une simple crise de paludisme, que je n'allais pas mourir. Et là, un représentant du ministère m'a expliqué très clairement que l'ambassadeur avait motivé mon rapatriement par une tentative de suicide. J'ai explosé de rire, voilà. Et donc, à partir de là, a commencé tout un engrenage d'expertise psychiatrique que le ministère m'a fait passer, etc. Donc, je n'ai pas obtenu le résultat qui a fait que je suis restée bloquée pendant 3 mois en France et que j'ai dû saisir des avocats et un tribunal pour retrouver mes fonctions à l'ambassade de France du Bénin à Cotonou. Je suis tombée dans un piège. Voilà. Et le but était clairement le but était clairement de
de m'écarter de l'ambassade. Il s'était produit différentes choses l'année précédente qui allaient dans ce sens, qui me visaient moi, qui visaient également mon premier chef de bureau. Voilà. Il y avait une volonté de m'écarter et de m'écarter définitivement. Voilà. In September 2019, you returned to Benin and revealed a corrupt system of creating fictitious budget expenditures that were pinned on you. Could you please tell us how the system worked? Oui, ça a été très, très simple. Donc, quand je suis retournée à l'ambassade de France au Bénin en septembre 2009, j'ai découvert une nouvelle hiérarchie. Cette nouvelle hiérarchie a mis en place une nouvelle organisation de mon service, mais de façon totalement officieuse. C'est-à-dire, on me l'a expliqué oralement, on n'a rien mis par écrit. Et cette organisation était la suivante, c'est-à-dire qu'une grande partie de mes dossiers ont été confiés, avec de grosses guillemets, à une des secrétaires du service. La secrétaire du service, d'une part, avait déjà son travail. Elle s'occupait du secrétariat de 5 assistants techniques. D'autre part, c'était une béninoise, donc elle faisait des horaires de travail normaux. Voilà. Donc, comment est-ce qu'elle réussissait le miracle de faire le travail qui, moi, me prenait beaucoup de temps. Et moi, en tant que diplomate, je travaillais beaucoup, je ne comptais pas mes heures dans la semaine et je travaillais 6 jours et demi sur 7 parce que il y avait beaucoup de dossiers, c'était un travail de précision, donc ça me prenait beaucoup de temps, je recevais les gens, etc. Comment est-ce qu'avec cette nouvelle organisation, la secrétaire des assistants techniques réussissait le miracle de traiter mes dossiers en plus de son travail? C'est que les dossiers étaient vides. Les dossiers étaient vides. Et je m'en suis rendu compte... donc ces dossiers vides étaient imputés sur le budget de l'État. Voilà. Ce sont des dépenses fictives, des détournements de fonds publics. Et donc, je m'en suis rendu compte très vite, parce que grâce à ces bases de données que j'avais mises en interne, j'avais mis en interne des bases de données pour gérer, pour faire mon travail de façon très efficace. Donc, ces bases de données, en les comparant avec le logiciel d'imputation sur les crédits de l'État, je me suis très vite rendu compte, en sortant du piège, du piège tendu par l'ambassadeur, qu'il y avait des anomalies. Très vite, j'ai écrit en disant « Ah, tiens, je constate des mystères, des dossiers fantômes. » Des dossiers fantômes. Et donc, mais je me dis, c'est sans doute parce que j'étais absente pendant 3 mois, des dossiers fantômes, je ne comprends pas. Et en fait, au cours des mois qui ont suivi, le nombre de ces dossiers est allé crescendo par dizaines, par exemple. Enfin, c'était quand même une inflation de dossiers multipliée par 5. Donc, les détournements ont porté à peu près, je pense, sur une centaine, plus de 100 dossiers quand même. Plus de 100 dossiers et sur 4 mois, c'est quand même énorme. Et moi, évidemment, en constatant cette inflation de dossiers vides qui impliquait ma responsabilité de chef de service, je m'en suis alarmée. J'ai posé des questions. J'ai dit, mais que se passe-t-il? Enfin, il y a des problèmes. Enfin, les dossiers sont vides. Voilà. Enfin, bon, bref. En retour, je n'ai eu que des violences verbales, des violences écrites, des menaces, on y reviendra peut-être, des menaces de cette nouvelle hiérarchie. Et voilà. Et donc, au bout de 4 mois, constatant le silence de cette nouvelle hiérarchie, j'ai écrit à l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères, j'ai écrit à Paris, à mon correspondant gestionnaire, pour expliquer la situation de façon très factuelle, en disant voici la situation, donc tout ce que je ne vais pas reprendre, tout ce que je vous ai dit, hein, mais que dois-je faire? Ma responsabilité est engagée. Que dois-je faire? À qui dois-je demander conseil? Voilà. After you disclosed the system of fictitious expenses, you immediately reported it to the central administration in Paris. What response have you received from senior officials, and how did they react to your letter? Alors, donc là, cette question, comme vous l'avez compris, j'ai attendu 4 mois avant d'écrire à l'administration centrale à Paris pour demander conseil.
Avant, j'essayais de voir le problème en interne au niveau de l'ambassade. Ensuite, je me suis tournée vers Paris, vers les autorités de l'administration centrale pour demander conseil. Eh bien, je n'ai pas reçu de réponse. Je n'ai pas reçu de réponse, donc j'ai demandé conseil aux autorités centrales du ministère des Affaires étrangères en début décembre 2009 et je n'ai pas reçu de réponse et j'ai été agressée à mon bureau un mois plus tard, en janvier 2010. Voilà. Donc, comment ils n'ont jamais répondu. Et simplement, je pourrais préciser que quelques mois plus tard, ils ont envoyé sur mon poste la personne à qui j'avais écrit, à qui j'avais demandé conseil. C'est cette personne-là à qui j'avais demandé conseil qui, quelques mois plus tard, est venue au Bénin, à Cotonou, sur le poste précis que j'exerçais. Enfin, il y a quand même 16 000 personnes qui travaillent au ministère des Affaires étrangères. Je trouve que la coïncidence est assez troublante. In 2017, you accused Nathalie Loiseau, who is a member of the political party of the current French president Emmanuel Macron, of covering the system of creating fictitious expenses. Was there an investigation conducted against her? And do you think that she was not punished only for the reason that she was protected by the current presidential administration? Alors, 2017, mon histoire est devenue plus connue en 2017 parce que Nathalie Loiseau est devenue connue parce qu'elle a intégré le gouvernement donc en juin 2017. Mais je m'exprime publiquement depuis mars 2015. Donc, je m'étais exprimée à la Bourse du Travail de Paris, qui est un endroit très, très prestigieux et très connu à Paris, devant une salle comble, des caméras de télévision, et le texte de mon intervention avait été rendu public. Mais je parlais de système à l'époque, enfin, j'avais expliqué la mécanique du système. Personne ne connaissait Nathalie Loiseau à l'époque. Donc, en fait, mon histoire a refait surface parce que en juin 2017, Nathalie Loiseau est devenue connue du grand public en intégrant le gouvernement en tant que secrétaire d'État aux Affaires européennes. Donc, voilà. Donc, une enquête a-t-elle été menée? Non. Aucune enquête. Cela a été signifié par un syndicat en 2013 auprès du ministère des Affaires étrangères qui a expliqué que ce n'était pas normal. Moi, une telle enquête, je l'ai demandée à plusieurs reprises devant les tribunaux. Les tribunaux ont refusé ma demande, ont rejeté ma demande au titre de la raison d'État. On y reviendra peut-être, voilà. Et si je pense qu'elle n'a pas été punie parce qu'elle est protégée par l'administration du président, Nathalie Loiseau, c'est sûr, objectivement, est extrêmement protégée par Emmanuel Macron, ça c'est évident, mais en même temps, Nathalie Loiseau n'est que le maillon d'une chaîne, elle est un symbole, mais en fait, moi je témoigne d'un système de détournement de fonds publics qui est notoirement connu aux affaires étrangères, puisqu'en fait, j'ai appris, enfin, on ne l'a pas abordé, mais en fait, sans le savoir, je gérais la caisse noire de l'ambassade. La caisse noire de l'ambassade, et on m'a expliqué quand je suis revenue en France que ce type de caisse noire était courant dans toutes les ambassades, sauf que moi, j'étais partie là-bas sans formation, pour des raisons XY, une formation que j'avais réclamée. Le ministère des Affaires étrangères m'a envoyé là-bas sans formation pour gérer ce service. Et donc, moi, j'y suis arrivée avec ma bonne foi et ma volonté de bien faire, de travailler. Donc, j'ai remis de l'ordre et mis en place ces bases de données qui, comme je vous le disais, m'avaient permis en les comparant avec le logiciel d'imputation sur les crédits de l'État, de mettre en évidence les dépenses fictives. Personne ne m'avait alerté qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il ne fallait pas mettre de l'ordre parce que c'était la caisse noire de l'ambassade. Voilà. Et donc, Nathalie Loiseau est devenue plus connue, donc elle est un symbole, mais elle n'est qu'un maillon de toute une chaîne. When you were working in Benin, you were attacked and openly aggressed by your colleague from Benin who tried to kill you.
what was the motive behind her action, and how did you manage to escape? Has a criminal case been opened against her? Alors, oui, donc un mois après avoir écrit à l'administration centrale, j'ai été agressée par surprise par ma collègue de bureau. Donc, il se trouve qu'à l'époque, j'étais aphone, je ne pouvais pas prononcer un son. Donc, cette femme, ma collègue de bureau, était un emploi fictif de l'ambassade. C'est-à-dire qu'elle elle passait la majeure partie de son temps à gérer sa fortune immobilière qu'elle avait très conséquente. Très conséquente, c'était à l'époque une vingtaine d'appartements, de maisons et de domaines agricoles répartis entre le Bénin et Paris. Voilà. Donc, elle m'a agressée alors que j'étais enfin en train de absorbée dans mon travail. Je l'ai vue se lever dans mon champ de vision et à un moment donné, bien, elle était à côté de moi. Elle m'a frappée avec un cintre cassé donc qui était coupant et puis j'ai pas compris ce qui se passait. On s'est accroché. J'ai senti quelque chose de très pointu au niveau de mes yeux. En fait, elle tentait de me crever les yeux avec ses ongles à l'africaine. Donc, j'ai mordu sans savoir ce que je mordais. J'ai mordu son doigt et elle m'a à ce moment-là maintenu. Enfin, j'étais plaquée contre les étagères derrière mon bureau. Elle m'a maintenue d'un bras étranglé de l'autre et j'ai voulu appeler au secours. Mais comme j'étais aphone, aucun son n'est sorti de ma bouche et donc je me suis sentie mourir. Enfin, je me suis vue mourir. Je mourais. Je mourais sous l'effet de la strangulation. C'est-à-dire, il y a eu un phénomène qui s'est produit au niveau du cerveau qui est bien connu, hein, qui a court-circuité. Bon, je ne développe pas, mais c'est les gens, enfin, ceux qui sont familiarisés connaissent ce phénomène. Mon cerveau a court-circuité, j'étais en train de mourir. Et par chance, un agent d'entretien qui travaillait à proximité du bureau a entendu un bruit anormal provenant du bureau, puisque des classeurs sont tombés, des livres sont tombés, etc. Et donc, cet agent d'entretien est entré dans le bureau, a vu ma collègue m'étranglant, s'est précipité sur elle et a interrompu la strangulation. C'est ce qui fait que j'ai survécu. J'ai survécu, mais enfin, j'ai quand même fait 4 mois d'hôpital. Donc, j'ai survécu grâce à un agent d'entretien qui a été licencié peu après par l'ambassade sans être auditionné. Donc, le motif eh bien, écoutez, moi, je pense, je fais le lien avec les détournements de fonds publics signalés. Hein. Ce sera un peu long à développer ici, mais enfin, ma collègue avait tout intérêt à, manifestement, profiter des détournements de fonds publics. Hein, voilà. Elle était, il se trouve qu'après, devant les tribunaux, elle était mariée, elle avait un amant. Il se trouve que son amant était un homme politique béninois très connu, qui était le beau-frère du chef de l'État béninois. Donc, que faisait cette femme dans les locaux de l'ambassade de France, voilà. Et si des poursuites ont été engagées contre elle, absolument pas. Elle n'a jamais été inquiétée, elle n'a jamais été interrogée. Selon un article de Libération de 2019, elle est toujours dans les effectifs de l'ambassade de France au Bénin. Elle n'a jamais été inquiétée, malgré les plaintes pénales que j'ai pu déposer tant au Bénin qu'en France. Jamais. Et cela fait 12 ans. Have you been subjected to other harassment, acts of aggression and threats? If so, can you tell us in detail about the threats that have been received in your address? Oui. Alors, pendant les 4 mois avant que je n'écrive, enfin, oh mince, ah, c'est terminé. Bon, je continue. Oui, j'ai reçu j'étais l'objet de harcèlement violent, de menaces, bien sûr, des menaces, enfin des violences verbales, des violences écrites, et il y a notamment un épisode qui a fait l'objet enfin, il y a eu plein d'épisodes, plusieurs épisodes où mes avocats sont intervenus de France à distance, mais l'épisode le plus marquant est quand même celui où une même semaine, en octobre 2009, plusieurs personnes m'ont rapporté la même scène, à savoir que s'était tenue à l'ambassade une réunion de service au cours de laquelle, eh bien,
on s'était demandé comment on allait éloigner Madame Nicolas pour de bon. Et au moins, enfin voilà, il y a au moins une fois, le numéro 2 de l'ambassade avait expliqué, mais puisque Madame Nicolas aime tant le pays, pourquoi on va l'en dégoûter? Pourquoi pas un viol commandité? Et l'expression viol commandité m'avait alarmée, répétée plusieurs fois par plusieurs personnes au cours d'une même semaine. Cette expression m'avait alarmée parce que l'expression viol commandité n'est pas courante en France et encore moins au Bénin. Donc j'avais écrit à mes avocats pour leur expliquer tout ça, en leur donnant le nom les coordonnées de deux des personnes qui m'en avaient parlé, parce que à l'époque, il y a 12 ans, Internet n'était pas répandu comme maintenant. Donc, c'était beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Mais voilà, enfin, j'avais conclu au cas où il m'arriverait quelque chose. Je l'ai écrit à mes avocats. Voilà. Donc, oui, j'étais l'objet de menaces diverses, mais en même temps, enfin, vous savez, les menaces de mort ou autres, ou des menaces. Le problème, c'est toujours de prouver. Le problème, c'est toujours de prouver les choses. Or là, concernant ce viol commandité envisagé à mon égard, j'ai quand même écrit à mes avocats. Peu de temps après, j'ai eu des tentatives d'intrusion nocturne à mon domicile qui font que mon compagnon de l'époque est venu en urgence de France et que nous avons installé un système d'alarme à notre domicile. Et ça aussi, ce sont des choses qui sont avérées, prouvées, voilà. Donc, ça a été très violent, mais jamais je me sentais menacée, mais jamais je n'aurais pensé que je serais agressée à mon bureau de l'ambassade. In 2017, a former French diplomat in Benin, Hervé Besancenot, sued you. What did he accuse you of, and what was the verdict of the court? Alors, Hervé Besancenot était l'ambassadeur de France au Bénin de l'époque. Et il avait pour adjoint, pour numéro 2, donc son adjoint s'appelait Laurent Souquier. Et c'est Laurent Souquier qui avait envisagé mon viol commandité en réunion de service, voilà. Et en 2017, entre autres, il y a eu j'ai donné une interview très courte, très factuelle, au cours de laquelle j'évoquais une plainte pénale pour tentative de meurtre, dans laquelle je mettais en cause Hervé Besancenot et Laurent Souquier en tant que très probable commanditaire de mon agression, sur la base de documents, dont celui, entre autres, celui que j'évoquais à l'instant. Et donc, Hervé Besancenot et Laurent Souquier ont porté plainte contre moi, une plainte en diffamation, au motif que j'étais une adepte de la théorie du complot, en évoquant cette plainte pénale pour tentative de meurtre qui les vise, qui les mentionnait. Donc, pour eux, j'étais une adepte de la théorie du complot. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même été convoquée 4 fois devant un tribunal. Le tribunal m'a relaxée parce que m'accuser d'être une adepte de la théorie du complot, sans même, enfin, le tribunal n'est même pas allé voir si la plainte pénale existait. Elle existait bien. Elle existait bien. Donc, simplement, j'ai été relaxée, le tribunal m'a relaxée, mais a laissé les frais de justice à ma charge. After you failed to get justice from the authorities, you became a corruption whistleblower and actively exchanged information with other activists who got into a similar situation. Are financial abuses by government officials common in France? Alors, moi, de mon point de vue, oui, c'est banal. C'est banal et bon, c'est avéré de maintes façons par des livres, des rapports parlementaires, etc. Et aux affaires étrangères, c'est clairement valorisé. C'est clairement valorisé. Bon, je pourrais développer, mais c'est clairement valorisé, c'est connu de tout le monde. Je pense qu'il y a les détournements de fonds publics, enfin, qui se sont passés, enfin, ceux dont je témoigne. L'ambassadeur ne se cachait pas. Il ne se cachait pas, donc, je ne voulais pas, mais j'ai un autre témoignage, enfin, qui atteste d'enrichissement personnel. Il y a eu enrichissement personnel de l'ambassadeur. Il ne se cachait pas. Est-ce que de l'argent détourné dans des sommes absolument faramineuses, est-ce que cet argent
servait également un financement politique. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, on m'a parlé de caisse noire, mais clairement, ces pratiques de détournement d'argent public sont banales, et moi, dans mon administration, elles sont plutôt valorisées. Voilà. J'ai conscience de dire des choses graves, mais je le maintiens, je l'éprouve. To what extent does internal corruption harm France's international image and its relations with its former colonies in Africa? Ah bien, écoutez, ces affaires commencent à être de plus en plus connues et de moins en moins supportées, et ce genre d'histoire alimente, à raison, un sentiment anti-français. Ça alimente un sentiment anti-français. Et bon, c'est quand... Enfin, voilà. Periodically, there are statements that the French neo-colonial representations in countries such as Mali, Benin, Central African Republic are actively involved in various kinds of financial fraud, which cause enormous damage to the citizens of those countries. How do you feel about such statements? Alors moi, je suis quelqu'un de très factuel, hein. Je constate, j'entends. Bon, ces allégations, enfin, ces détournements, ces fraudes financières, ces détournements de fonds publics sont de notoriété publique. Simplement, il est très rare que quelqu'un témoigne de l'intérieur. Moi, j'étais quand même diplomate. J'ai vu le système de l'intérieur. C'est très rare que quelqu'un ose en parler. Voilà. Donc, et de plus en plus, enfin, grâce aux réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'affaires qui sortent. Je pensais, il y a quelques jours, il y a une interview sur le média de Thomas Dietrich qui est un ancien fonctionnaire, un ancien haut fonctionnaire qui est maintenant journaliste, et qui parlait des comportements déviants des ambassadeurs de France en Afrique. Ce sont des choses qui sont connues et de notoriété publique. Voilà, donc avant, on ne le savait pas. Avant l'avènement des réseaux sociaux depuis quelques années, on ne savait pas toutes ces histoires. Elles étaient enterrées, elles étaient étouffées. Maintenant, voilà, des gens comme moi peuvent en témoigner. You are a major expert on Africa. How would you assess the post-colonial period of interaction between France and its former colonies? Was there more harm or benefit from the actions of France in Benin, Mali, and the Central African Republic? Alors non, je ne suis pas une grande spécialiste de l'Afrique, loin de là. J'étais une petite diplomate, mais simplement ce que je vois, enfin ce que je constate, donc d'un point de vue plus global, c'est et d'un point de vue historique, c'est ce qui s'est passé d'une part entre l'évolution de la Grande-Bretagne et de ses anciennes colonies, comparé à l'évolution de la France et ses anciennes colonies. Il est évident que dans un cas, le lien de dépendance a été rompu et a permis à ces anciennes colonies de se développer politiquement, économiquement, alors que dans le cas de la France, le lien avec ses anciennes colonies n'a clairement pas été rompu, hein, clairement pas, ne serait-ce que par le biais du franc CFA, par tout ce qu'implique le vilain mot de France-Afrique, voilà, les magouilles comme j'en témoigne, voilà, donc donc il est évident que oui, il y a le lien entre la France et ses anciennes colonies pour moi est clairement toxique. Toxique est un frein à leur développement, la corruption endémique favorisée par la France, qui également favorise des dictatures, des dictateurs, parce que la France y a intérêt. Bon, il y a la corruption, mais il y a plein d'autres niveaux aussi. Mais c'est la France-Afrique, la France-Afrique dans toute sa splendeur. Correct to say that France's key mission in Mali, Central African Republic, and Benin is to satisfy the financial and economic interests of its own elites, and not at all humanitarian support for the local population. Écoutez, moi, de mon point de vue, de par mon vécu, il est très, très pessimiste, hein.
j'ai vu beaucoup de détournements de fonds publics. Donc au Bénin, je l'ai vu, j'ai vu que c'est le Bénin, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et il est possible de faire autrement quand, à un moment donné, il y a eu par exemple, on va parler de l'approvisionnement en eau des villages béninois. À un moment donné, l'argent public a été détourné, l'argent public des Pays-Bas a été détourné clairement par un ministre béninois. Eh bien, l'ambassade de France des Pays-Bas au Bénin a dit non, non, ça suffit. Non, on ne veut pas être mêlé à ça. L'ambassade de France au Bénin, ben non. L'ambassade de France au Bénin, moi j'ai vu des détournements de fonds publics. Et quand, d'une façon plus globale, pour parler ailleurs, enfin, d'un pays autre que le Bénin, moi j'ai eu des amis maliens qui m'expliquaient, qui avaient leur famille au Mali, qui m'expliquaient leur vécu sur place. Bon, c'était pas c'était clairement pas à l'honneur de la France. How do you intend to seek justice in France? Is it advisable to make consolidated international efforts to combat the financial abuses of the French elites? Alors, comment je compte obtenir justice en France? Bon, je n'ai plus qu'une seule plainte en cours. La France, la justice en France n'est pas indépendante. Ça, moi, je le vis, je le prouve. C'est un problème de fond qui fait l'objet de missions parlementaires, d'auditions. Je tiens à votre disposition une audition à laquelle j'ai participé il y a 2 ans à l'Assemblée nationale qui le met très, très clairement en évidence donc dans le domaine de la fonction publique, des fonctionnaires lanceurs d'alerte, des fonctionnaires français lanceurs d'alerte. La justice n'est absolument pas indépendante. C'est un fait. Ça ne m'empêche pas de me battre, parce qu'au moins, en me battant, je prouve que la justice française n'est absolument pas indépendante. Voilà. Et un effort, est-il opportun de faire un effort international pour lutter? Oui, oui, moi je crois beaucoup au poids de l'opinion publique, je crois beaucoup à l'information des citoyens, je crois beaucoup à ce que les gens s'intéressent, s'informent et s'indignent et au poids de l'opinion publique pour faire cesser ces pratiques. Voilà. What kind of support do you need in addition to information to make your activities the most effective? Alors moi j'ai besoin de faire connaître mon histoire. J'ai besoin que les faits, les simples faits soient reconnus et donc qu'ils soient portés, enfin, au-delà de ma situation personnelle, individuelle. Je crois que je témoigne d'un système à grande échelle, donc qui dépasse largement ma personne, des institutions françaises corrompues, de l'entre-soi qu'il y a, parce que les gens se connaissent. On n'est pas rentré dans le détail des institutions françaises, mais moi, j'ai mis en évidence que les gens se connaissent, ont des relations familiales, d'intérêt, d'amitié, d'affaires entre différentes personnes. Bon, par exemple, on peut parler du défenseur des droits qui est supposé protéger les gens comme moi, mais qui était ami de l'ambassadeur que je mets en cause, enfin voilà, etc. Donc, oh mince, pardon, j'ai fait tomber mon ordinateur. Et donc c'est tout un système, et je ne demande pas à être et je ne demande pas à être crue sur parole. Moi, je prouve ce que je dis. Je prouve. Et cela fait 12 ans que j'en parle. Le premier livre qui parlait de mon histoire, premier article de presse, premier livre, c'était il y a 11 ans. J'explique la mécanique à l'œuvre depuis 7 ans, depuis 2015. Le texte est public depuis 7 ans. Vous pensez bien que si je disais faux ou autre, il y a longtemps qu'on m'aurait condamné. Enfin, moi, je prouve ce que je dis. Je prouve. Et l'intérêt, c'est que je viens de l'intérieur du système. Voilà. Thank you very much. It was such a pleasure meeting you. Thank you. Merci de m'avoir reçu.